Chers amis, bonsoir. Je suis vraiment ravi de votre présence. Alors, la vastitude et l'incroyable diversité du sujet que nous devons traiter ce soir m'obligent bien évidemment, malheureusement, à limiter mes choix puisque nous n'avons pas trop le temps. Et en préambule, je voulais vous livrer quelques mots d'un livre dont je vous recommande vraiment la lecture, un livre de Rachel Hertel, qui est professeure des universités et qui est spécialiste de la culture yiddish, qui s'intitule Royaume juif, trésor de la littérature yiddish, paru donc dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Elle dit « Royaume juif », ça veut dire royaume du verbe, du mot, de l'écriture, tenant dans le souffle qui énonce la parole, dans le dialogue muet avec le livre, avec les livres. Alors, depuis le XIVe siècle jusqu'à l'époque de la Shoah, des centaines de milliers d'œuvres en yiddish, des milliers de quotidiens, de périodiques, mais aussi des centaines de troupes de théâtre, d'amateurs et de professionnels. On peut même y rajouter, bien évidemment, des musiciens klezmer, ont essaimé dans le monde entier, échangeant dans l'effervescence leur inspiration, leurs trouvailles, se fécondant les uns les autres par leur créativité respective. Et un peu plus loin, elle ajoute « Un impératif éthique s'impose aux générations nouvelles, l'impératif de rendre la parole, de rendre leur parole aux assassinés. Car consonnes et voyelles, notes et instruments crient dans toutes les langues », et elle cite donc un mot de la poétesse qui s'appelle Nelly Sachs. Alors, vous avez certainement entendu parler Léon Poliakov qui dit « Qui connaît son histoire se place dans la cohérence de son devenir ou de son avenir ». Nous sommes très nombreux en France et un peu partout dans le monde à porter en nous des images de la vie juive en Europe de l'Est jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec le traumatisme tragique de la Shoah. Mais nous n'avons pas connu, nous, de ces mondes engloutis, mais pourtant nous avons besoin de ces souvenirs imaginaires, de ces mythes constitutifs de nos origines. Et il y a pour nous une nécessité impérieuse d'effectuer un retour sur nous-mêmes, un travail de mémoire qui nous permet de nous resituer dans l'histoire des hommes. Alors, cette démarche, si douloureuse soit-elle, nous permet probablement de faire le point sur le rêve et sur le cauchemar, parce que nous rêvons beaucoup autour du shtetl, du yiddish, de la musique klezmer, du théâtre yiddish, mais nous avons aussi le cauchemar malheureusement de la Shoah, qui resitue la réalité de nos vies dans l'histoire. Et quand on pense effectivement à ce véritable cataclysme qui a propulsé violemment les Juifs ashkénazes depuis leur shtetl dans cette Europe des Lumières qu'on a appelée en hébreu donc la Haskalah, c'est-à-dire donc qui s'était beaucoup inspiré du siècle des Lumières français, on a cette Haskalah admirait énormément l'Europe. Elle considérait que la civilisation de l'Europe était brillante, culturellement très riche, etc. Mais pourtant, cette Europe, aussi brillante soit-elle, a généré des horreurs, a permis la naissance de ce que Brecht avait appelé la bête immonde, et elle a massacré des communautés entières. Donc, et le grand écrivain Saül Bellow, que vous connaissez probablement, a écrit dans son livre Herzog, il y aura toujours des comptes à régler avec la Pologne. Alors, notre but n'est pas de faire de polémique ni de guerre intempestive contre la Pologne, mais tout de même, il y a eu, et y compris dans une histoire relativement récente, un certain nombre de choses un peu étranges qui se sont passées en Pologne par rapport à la communauté juive. Rappelez-vous en particulier l'implantation d'un couvent par des moniales sur le site d'Auschwitz. Il a fallu des interventions diverses et variées, et Henri et Françoise pourront nous en parler, mais ça veut dire que c'est un pays qui est probablement très attachant, mais en même temps qui a des attitudes un peu étranges vis-à-vis de la communauté juive. Et
donc, le même Saül Bellow dit la morne Pologne, gelée dans toutes les directions, monotone et d'un gris rougeâtre, les moindres pierres puent encore des horreurs de la guerre. C'est fort comme expression, mais c'est malheureusement l'expression de la vérité. Sur le plan strictement linguistique, le mot shtetl, c'est le diminutif du mot Stott qui signifie la ville. C'est donc une bourgade, un bourg, un village, qui comprend généralement entre 3000 et 10 000 habitants. Et tout au long de son histoire, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, en passant par ce qu'on a appelé, rappelez-vous, je voulais expliquer un petit peu rapidement, mais je voulais expliquer lors de ma dernière intervention, ce qu'on appelait le miracle de la Pologne du roi Casimir. La communauté juive ashkénaze, le shtetl et le yiddish ont été les initiateurs d'une culture extraordinaire sur une ère énorme qui va de la Baltique jusqu'à la mer Noire, du Dniepr jusqu'à l'Oder. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant. Il y a une vie culturelle absolument foisonnante dans cette communauté ashkénaze, de la même façon d'ailleurs qu'il y a une vie culturelle énorme du côté de la communauté séfarade. Mais on a tendance à ignorer l'un ou l'autre, alors qu'en réalité, des deux côtés, la culture a permis à ces différentes communautés de survivre finalement. Et paradoxalement, on constate dans toute l'Europe de l'Est une spécificité assez particulière. Il y avait une absence de ghetto, en tout cas jusqu'à une période relativement proche. Une absence de ghetto sur le modèle vénitien et italien. On en parlera plus tard dans le cours des histoires juives prochaines. Et la séparation de la communauté juive avec ce qu'on a l'habitude d'appeler les goïms, il n'y a rien de négatif ou de péjoratif dans le mot goïm, hein, ça veut dire simplement étranger. De la même façon que les Grecs disaient que tous ceux qui n'étaient pas grecs, c'étaient des barbares. Bon, ça a pris après un sens particulier, mais ça veut dire simplement celui qui ne conçoit pas sa vie sur les mêmes critères que moi. Et donc, cette communauté juive et les goïms ont eu des relations étranges dans la mesure où il y avait des interdits de l'Église, mais il n'y a jamais eu d'isolement complet de la communauté juive par rapport à la communauté polonaise. Et c'est autour d'ailleurs des années 1740, c'est ce que je vous avais expliqué l'autre fois par rapport à la naissance du chassidisme, autour des années 1740 et en particulier dans la ville de Medjugorje, que le mouvement du Baal Shem Tov va commencer à attirer de plus en plus d'adeptes du chassidisme. Alors, nous allons dans un premier temps donc parler du Dibouk, qui est la pièce de théâtre yiddish la plus connue dans le monde. Ça a été un véritable événement, et vous verrez par vous-même que c'est vraiment une pièce avec une ambiance tout à fait spécifique, tout à fait particulière. Et nous nous sommes dit avec Jean-Luc que ce serait pas mal d'essayer de trouver des éléments palpables par rapport à la réalité de la pièce du Dibouk. Alors donc du coup, j'ai fait des petites recherches chez moi, j'ai retrouvé quelques photos un petit peu jolies, un petit peu mauvaises, mais bon, ça nous a rappelé de bons souvenirs. Donc des photos de la pièce que nous avions jouée au centre communautaire de la rue du Rempart Saint-Étienne en 1970 avec la troupe des jeunes qui étaient affiliés au mouvement de jeunesse qui s'appelait le DEJ. Et donc il y avait un certain nombre de personnalités. Donc là par exemple cette première photo nous montre Claude Rueff avec Margalite Darmon, Claude Rueff jouant le rôle de Meir, qui est le bedeau de la synagogue dans laquelle le premier acte de la pièce se déroule. Donc vous voyez que Claude avait vraiment déjà de l'allure, hein. Et donc en l'occurrence vous voyez aussi au fond, alors c'était
un aménagement de décor tout à fait qui nous appartenait, hein, qui était tout à fait modeste. On n'avait pas du tout les moyens de la comédie française, bien sûr. Hein. Donc, il était censé y avoir une tombe un peu symbolique au sein du village. Et au-dessus, nous avions fait une espèce de tableau sur lesquels nous avons les mains qui bénissent, vous savez, qui sont traditionnelles dans la religion juive, sur lesquels il y a un lamed à droite qui représente le personnage de Léa, la jeune fille, et de l'autre côté, sur la main gauche, Hanan, donc, qui est le fiancé impossible de Léa. Et des deux côtés, j'avais suggéré, c'était mon frère Bernard qui avait fait les décors, j'avais suggéré qu'il y ait les 4 niveaux, parce que c'était important dans la pièce, parce qu'il y a à la fois une histoire d'amour vraiment aussi belle, aussi tragique que celle de Roméo et Juliette ou de Tristan et Isolde, mais, ou Iseux, selon la prononciation, mais il y a aussi une dimension mystique extrêmement importante. Et donc, j'ai voulu que sur le décor apparaissent les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Vous savez qu'il y a 4 façons de lire en fait les textes sacrés. Il y a donc le pshat qui est l'interprétation littérale, on va dire, le premier jet en quelque sorte. Il y a le remez qui est donc une interprétation un peu plus symbolique et allégorique, d'ailleurs que Jésus utilisera énormément dans ses sermons. Il y a le drash, qui est une interprétation plutôt philosophique. Il y a le sod, qui est l'interprétation cachée ou kabbalistique. Et quand vous faites l'anagramme des 4 premières lettres de ces 4 mots, on obtient le mot pardes, qui veut dire le paradis. Ça veut dire que si on arrive à interpréter, à lire, à comprendre les 4 niveaux d'interprétation de la Torah, on est déjà au paradis. Bon, je n'en connais pas beaucoup qui y soient déjà arrivés, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, ça c'était la première photo, c'était celle de Claude et de Margalite. Alors ensuite, c'était Bibi, alors pas Bibi Netanyahou, mais Bibi Roger. Et donc, c'est moi qui jouais le rôle de Hanan, très inspiré. On m'a presque pris pour Jean-Louis Barrault, mais enfin, ce n'était pas tout à fait encore la période. Et donc, je m'étais mis des faux paillos, des boucles de chaque côté, une kippa plutôt 20e siècle que 19e, mais enfin, c'est pas grave. Et je jouais donc le rôle de cet étudiant qui était un étudiant au profil sympathique, mignon, quoi. Bon, mais très, très inspiré par, en particulier par la Kabbale. C'est un véritable étudiant de yeshiva, en fait, hein, dans la pièce. Et il essaye, par différents moyens, tout au long enfin, en tout cas au début de la pièce, puisque son rôle s'arrête, son rôle physique s'arrête au milieu de la pièce, et il essaye d'obtenir par la Kabbale les moyens qui nous permettront de bénéficier de l'amour de sa dulcinée, donc Léa, mais vous verrez que les choses malheureusement ne se passent pas de cette façon. Voilà, ça c'est la première photo. La deuxième, c'est les mains tournées vers le ciel. Ça fait partie, alors je ne le savais pas encore à l'époque, hein, mais ça fait partie de la mise en scène qui avait été choisie en particulier par le grand metteur en scène de théâtre Konstantin Stanislavski, qui voulait que les mains en particulier et les corps puissent donner l'expression des mots qui étaient prononcés. Alors, je signale en passant que Konstantin Stanislavski a permis à une énorme école de comédie, de théâtre aux États-Unis d'exister. C'est le grand acteur qui s'appelle Lee Strasberg, qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'Actors Studio. L'Actors Studio, vous avez des gens comme De Niro, Pacino, Marlon Brando,
Dustin Hoffman, Meryl Streep, enfin rien que du beau monde, qui a donc travaillé dans cet Actors Studio, qui souhaitait en fait que la façon de jouer ne soit pas forcément rationnelle ou raisonnable, mais qu'elle donne une idée de l'émotion que pouvait susciter le thème qui était traité par la pièce. Donc c'était, d'ailleurs, on le voit bien quand on voit, par exemple, Marlon Brando dans le film d'Elia Kazan, on voit bien que il n'est pas seulement je dirais un petit acteur de rien du tout, c'est vraiment une personnalité qui en jette, si on peut dire. Voilà, donc les mains levées ont une signification particulière. Donc là, je suis derrière l'une des amies de Léa. J'essaye de convaincre tout le monde que je peux être le bon fiancé, mais bon, malheureusement, les choses ne se passent pas de cette façon. Ensuite, il y a une autre photo, c'est au milieu de la pièce, c'est le mariage qui a lieu, le mariage qui était prévu. Mais il était prévu avec un autre personnage que celui de Hanan. Et donc, là, on voit la fameuse robe, et on va la voir un peu mieux dans une autre photo. Elle a le voile sur le visage, donc Dominique, et il y a le rabbin, il y a tout le monde hein, qui est censé participer, mais au moment où elle doit donner son consentement officiel et où elle doit ouvrir la bouche pour dire je te prends pour époux, eh bien, il arrive ce qu'il devait arriver, c'est-à-dire une véritable catastrophe, une tragédie terrible, puisque au lieu que ce soit sa voix qui parle, elle parle avec la voix de Hanan, parce que Hanan, entre-temps, est mort d'une mort brutale, foudroyé par l'incompétence dont il a fait preuve avec la Kabbale, et donc c'est lui qui va hurler par la voix de Léa, qui va hurler son désaccord sur cette injustice qui se pose là, à savoir que Léa va épouser un autre garçon que lui. Et alors donc, vous voyez les photos, encore une fois, les bras levés. Vous voyez d'ailleurs que les autres personnages ont aussi des gestes très, très forts. Donc on voit cette robe, malheureusement on ne la voit pas bien, mais à l'époque déjà, elle avait fait fureur. Hein. Voilà encore une autre. Vous voyez les personnages qui sont affolés, effondrés de voir la conséquence de cette injustice. Et on voit apparaître dans la prochaine photo, on voit apparaître le personnage de Hanan dans une espèce de robe de bure noire. On a donc derrière, on a le personnage du rabbin Azriel, qui est le rabbin thaumaturge qui va tenter un exorcisme et qui ne réussira pas, malheureusement. Donc, il y a deux morts en fait dans cette histoire. Il y a Hanan qui est mort et Léa qui va tenter un ultime passage en force pour essayer de garder Hanan avec elle, et finalement elle n'y arrive pas. Et on avait imaginé donc une entrée dans un monde supérieur. Alors sachez que le mot d'Ibouk, c'est le premier nom de la pièce, mais la pièce s'appelle aussi Entre deux mondes. Entre deux mondes, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire il y a la volonté de Shalom Ansky, l'auteur de la pièce, de dire il n'y avait pas de possibilité de régler le problème amoureux sur Terre, alors les deux amoureux vont aller ailleurs, dans un autre monde, qu'on a essayé de réaliser sous la forme d'une espèce de rond avec les différentes lettres de l'alphabet, et de chaque côté, il y a vous savez, les sièges spécifiques qu'on utilise lorsqu'on effectue la mila d'un petit garçon. Donc, c'est censé être le siège d'Élie, le prophète Élie, hein, donc, qui est censé sauver les âmes. Voilà, c'était juste une petite incidence sur le passé par rapport
à la pièce que nous avions. Moi, j'avais beaucoup aimé cette pièce, et pour cette raison que je m'étais lancé dans cette aventure un peu folle, mais qui était passionnante, parce que nous avions, enfin, tous les amis, hein, de la troupe, qui n'avaient pas comme moi, hein, qui n'avaient pas de formation particulière théâtrale, nous avons adoré cette pièce, parce que c'est vraiment une pièce magnifique. Alors, on peut peut-être commencer avec un premier extrait musical, parce que ça me paraît intéressant, avec un extrait d'une rhapsodie musicale d'un grand compositeur juif qui s'appelle Arnold Schoenberg, qui est quand même un compositeur absolument fantastique et fondamental, puisque c'est lui qui est l'inventeur de ce qu'on appelle le dodécaphonisme, donc c'est-à-dire il n'y a plus de liaison classique dans les lignes mélodiques, et il va être aussi à l'origine d'un opéra remarquable. Si on a l'occasion de l'avoir à Toulouse, il faut y aller le voir. C'est Moïse et Aaron, et où il pose un certain nombre de questionnements métaphysiques et mystiques extrêmement intéressants, parce qu'on parle beaucoup de Moïse, mais relativement peu d'Aaron. Voilà, donc, et cet extrait musical est tiré d'une œuvre qui s'appelle, c'est un sextuor de cordes, et c'est dirigé par Pierre Boulez, et ça s'appelle Die verklärte Nacht. En allemand, ça veut dire la nuit transfigurée. Et je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une œuvre musicale déchirante et déchirée, on pourrait dire ça comme ça, qui est censée représenter deux amoureux qui se promènent la nuit. Ils sont ensemble parce qu'ils s'aiment, mais au bout d'un moment, la femme, extrêmement courageusement, va avouer à son mari qu'elle attend un enfant d'un autre. Et le mari va avoir, enfin le jeune amoureux va avoir une réaction extrêmement positive et formidable, puisqu'il va lui dire: ce n'est pas grave, ce n'est pas moi qui suis le père, mais je le prends avec moi, je l'adopte et je le reconnais. Donc c'est assez grandiose, et je trouve personnellement, c'est un avis tout à fait personnel, mais je pense que Schoenberg a réussi avec cette musique-là et la façon qu'il a eu de traiter ce thème, il a réussi à faire quelque chose de très beau, de très noble, et la musique en est l'expression. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous signaler rapidement le nom et le nombre des personnages, parce que c'est une pièce où il y a beaucoup de personnages. Alors il y a ce qu'on appelle Zender, qui est un riche commerçant du village de Brainitz. Ce Zender, c'est le père de Léa, la jeune femme. Il y a Léa, sa fille. Alors on entend souvent le prénom, c'est bien Léa, mais comme il y a la nourrice, la grand-mère, etc., il l'appelle souvent Leyele. C'est la façon de parler des Ashkénazes pour qualifier des prénoms d'enfants. Il y a Pradé, qui est la vieille nourrice de Léa. Il y a Guitele et Batia, qui sont les amis de Léa, qui ont le même âge que Léa. Il y a Ménaché, qui est le fiancé officiel de Léa, celui qui a été choisi par le père de Léa. Nachman, qui est le père de Ménaché. Mendel, qui est le précepteur religieux de Ménaché. Il y a un personnage très ambigu, très bizarre, qui est le messager. C'est en quelque sorte, il représente un petit peu ce que dans la tragédie grecque, le chœur pouvait représenter comme signifiant. C'est le messager qui va commenter, qui va psalmodier, qui va expliquer un certain nombre d'éléments qui vont se passer pendant la pièce. Il y a ensuite Azriel. Azriel, c'est le rabbi miraculeux, le tzaddik thaumaturge dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans une autre ville que celle où se passe le début de la pièce. Hein, c'est plus Braïnitz, c'est Miropol.
Il y a Shimshon qui est le rabbin officiel de Miropol, parce qu'il y avait donc le rabbin officiel plus le rabbin thaumaturge. Il y avait Michael qui est le doyen de la communauté de Braïnitz. Il y avait Meir, donc Claude, qui était le bedeau de la synagogue de Braïnitz. Il y a donc Hanan, donc le jeune fiancé, le promis à Léa, avec deux amis à lui qui sont. Alors vous remarquez qu'il y a trois jeunes femmes, il y a Léa, Guitele et Batia, et il y a Hanan, Chener et Asher, qui sont des deux jeunes étudiants en yeshiva qui sont les amis de Hanan. Alors ensuite, il y a trois personnages, c'est toujours par trois, trois personnages assez bizarres, assez étranges, enfin en tout cas, on n'en connaît pas des tonnes, mais on appelle ça des batlanim, B-A-T-L-A-N-I-M, un batlan ou un batlan, c'est une espèce de, comment dire, c'est un faux mendiant ou un mendiant qui peut profiter de la situation. En échange de quelques sous, il va pouvoir dire quelques prières, par exemple. Voilà, donc ce sont des personnages, mais qui sont très sympathiques par ailleurs, hein, mais qui gagnent leur vie de cette façon-là. Ensuite, alors, je vous les cite comme ça a été dit par Ansky, hein, mais c'est assez amusant. Vous avez la vieille femme, le sourd, le bossu, l'homme aux béquilles, la boiteuse, la manchotte, la femme borgne. Enfin, c'est extraordinaire, hein, comme galerie de portraits. Voilà. La femme au nourrisson, la femme pâle et des élèves, évidemment, de l'école talmudique. Voilà voilà quels sont les différents personnages qui font partie de la pièce. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? L'argument de la pièce, c'est quoi? Il y a deux amis, Nissan et Zender. Donc, Nissan, c'est le père de Hanan et Zender, c'est le père de Léa, qui se sont liés d'une amitié fervente. Certains, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est juste une petite parenthèse, hein, certains commentateurs, parce que le réalisateur du film, après que la pièce de théâtre eût été jouée, le réalisateur du film avait une tendance un peu homosexuelle. Donc, on dit que cette espèce de passion amoureuse, d'amitié fervente entre Nissan et Zender, bien que mariés, a un petit côté un peu homosexuel. Bon. Et ces deux amis qui se sont rencontrés lors d'une rencontre de Chassidim avec le puissant tzaddik de Miropol, donc qui est une ville qui est dans la région polono-lituanienne, hein, ils décident de se lier durablement par une espèce de pacte, c'est un serment solennel. Si leurs épouses, qui sont enceintes au même moment, devaient donner respectivement naissance à un garçon et une fille, ils marieraient leurs enfants ensemble. Mais malheureusement, c'est une interrogation ou un questionnement qui est extrêmement intéressant parce que c'est un questionnement un peu métaphysique. Hein. Toutes les projets, les envies, les programmations, etc., ont toujours tendance à ne jamais se dérouler comme on le souhaite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le père de Hanan va mourir dans un naufrage et avant donc la naissance de son fils. Et quant à Zender, il va oublier très vite, évidemment, sa promesse, puisqu'il va devenir très vite très riche, un commerçant puissant. Et dès qu'il oublie, évidemment, son serment, dès que le moment est venu, quelques années plus tard, de chercher un mari à Léa, il va essayer de faire sa recherche dans le CAC 40, quoi. Il essaye de trouver quelqu'un qui ait suffisamment de moyens pour honorer sa fille. Bon. Les deux jeunes gens ont donc grandi séparément. Alors, il y a quand même déjà là deux morts
qui sont déjà des obstacles au destin initial, puisque le père de Hanan est mort dans un naufrage, mais la mère de Léa est morte au moment de son accouchement. Donc, c'est déjà très triste tout ça. Et donc, les deux jeunes gens donc, ont grandi séparément, et les deux ignorent tout du lien secret qui était censé devoir les unir. Alors, je disais, Hanan, c'est un brillant étudiant, intelligent, au charme touchant, hein, on va dire, quelque chose comme ça, et sa démarche et sa vie est assez tristounette, on va dire, puisqu'il erre de village en village, de yeshiva en yeshiva, à la recherche de la réalisation de ses désirs. Alors, c'est un personnage, moi, je le trouve plein de mélancolie. Donc, certaines critiques disaient qu'il rayonnait du feu extatique et de son désir d'apprendre. Tandis que la belle et douce Léa, elle était une espèce d'enfant gâté d'une prison dorée, puisque sa mère, donc, étant décédée, on l'a entourée de tout ce qui pouvait lui apporter du bien-être, de la douceur et aussi du luxe, puisque Zender était riche. Donc, elle finit par se résigner à un mariage de raison. Elle n'a pas le choix. Et alors, c'est là où le destin qui est déjà intervenu avec la mort des deux parents, la mère de Léa et le père de Hanan, va intervenir d'une autre façon, puisque de passage à Braïnitz, Hanan va rencontrer par hasard dans une des synagogues de Braïnitz, elle va rencontrer Hanan, et la jeune fille va oser, c'est le terme qui est employé par le poète, va oser lever les yeux sur son jeune soupirant. Elle est venue contempler les Sifrei Torah, hein. Elle a fait une petite démarche purement amateur de belles choses, et c'est vrai que les Sifrei Torah dans toutes les synagogues sont en général enveloppés de manteaux de velours brodés de fils d'or ou d'argent, et donc elle est venue voir un peu comment se faisaient ces Sifrei Torah, et lorsqu'elle voit dans le coin de la synagogue, lorsqu'elle voit Hanan, paf, coup de foudre. Et les deux, finalement, tombent amoureux l'un de l'autre. Et bien entendu, le père de Léa est totalement égoïste et avare, et surtout, il ne veut rien entendre de cette passion qu'il trouve assez étrange, qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Mais il y a certains indices qui alertent Zender. Il se dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce ne serait pas par hasard quelque chose que nous étions dit, mon ami et moi, à l'époque de la naissance de nos enfants? Et donc, le problème, c'est que le destin va frapper de façon très, très douloureuse, bien sûr, hein, puisque désespéré, Hanan va jouer un jeu tragique, il va se livrer à des activités kabbalistiques pour tenter d'obtenir de l'or, qui seul, pense-t-il, parviendra à faire fléchir le cœur endurci de Zender. Alors, on peut peut-être mettre une autre plage musicale, si tu veux bien, Jean-Luc. Très belle, est une musique pas du tout d'un ashkénaze, mais d'un séfarade qui s'appelle André Amar. Et c'est la musique du film de Radu Mikhail Nanou qui s'appelle Va, vis et deviens. Je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, faites-le parce que c'est un magnifique film, très émouvant, qui raconte une histoire, là encore, un petit peu particulière, puisque pour essayer de le sauver, la maman d'un petit garçon va lui demander de se faire passer pour un juif, et il va être adopté par un couple d'Israéliens. Et enfin, c'est une histoire assez singulière, hein, mais c'est une très très belle histoire. Et cette musique, c'est une musique tragique que je trouve assez adaptée à l'histoire que je vous raconte à ce moment précis.
Vous pourrez dire ce que vous voudrez après, hein, bien évidemment, hein, vos réactions, etc. Hein. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Hanan essaye donc par ses méthodes kabbalistiques d'obtenir de l'or, mais il va se révéler incapable de maîtriser les puissances surnaturelles qu'il essaye d'éveiller. Parce que, encore une fois, n'oublions pas, c'est une histoire d'amour, une triste histoire d'amour, mais c'est aussi, il y a tout un tas d'éléments qui font partie de la philosophie et du mysticisme juif de cette époque-là, dans cette région du monde. Et donc, il va succomber, il va tomber, on va dire, sous le châtiment réservé à ceux qui font un mauvais usage des formules sacrées, et il va être foudroyé par une mort physique. Mais il ne meurt pas totalement, si je peux dire. Il n'est pas au terme de ses souffrances, en fait. Hein. L'âme du mort est privée de son corps et même de son nom, mais elle reste prisonnière de la passion amoureuse qui est inassouvie vis-à-vis de Léa. Il va être condamné, en fait, lui aussi, à flotter entre deux mondes. Léa devra épouser le fiancé que son père a choisi pour elle. Elle va agir de façon absurde et imprudente parce que qu'est-ce qu'elle va avoir comme bonne idée? Avant la cérémonie du mariage, elle va aller au cimetière. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inviter l'âme de Hanan à venir l'accompagner à la cérémonie du mariage. C'est étrange. C'est étrange, mais c'est aussi l'expression de l'amour fou que Léa éprouve pour Hanan. Donc tout ça est assez terrible. Hein. Donc, elle veut l'inviter à la célébration de ses noces, et ce qui devait arriver arriva. Le dibouk, donc on va voir ce que c'est, hein, le dibouk, le mot dibouk, hein, va saisir cette occasion pour prendre possession du corps de la jeune vierge, et Léa va porter désormais de façon horrible deux âmes en elle, la sienne et celle de Hanan. Alors évidemment, au moment de la cérémonie nuptiale, parce qu'il va y avoir une cérémonie nuptiale, la bouche de Léa va hurler au milieu de la consternation générale son refus du consentement solennel. Alors là, nous avons, je pense que vous allez, j'espère que vous allez apprécier. Alors je termine, hein, et après on verra un extrait du film qui a été tiré de cette pièce du dibouk. Vous verrez que c'est absolument à la fois fascinant, terrible, d'une émotion extrêmement forte. Donc, il va y avoir, à ce moment-là, le père prend conscience de la situation dramatique qui est en train de se passer. Donc, il va demander que le rabbin miraculeux de Azriel, de Miropol, va procéder à un exorcisme. Alors, je ne vous dis pas, il y a des détails et des éléments de l'exorcisme qui sont terribles, terribles, parce que c'est de la souffrance, en même temps de la métaphysique. Enfin, tout ça est assez complexe, hein, ce n'est pas quelque chose de simple comme pièce. Et la situation tragique est à son paroxysme, hein, en fait. Hein. Et donc, au bout d'un terrible affrontement qui va durer longtemps, donc le juge, le rabbin Azriel, le thaumaturge, va finir par triompher du mal, de ce qu'il considère comme le mal, et il va obtenir la séparation des deux âmes. Mais c'est au détriment de la vie de Léa. C'est-à-dire que comme Hanan est mort, Léa va mourir. Et les deux amoureux vont se rejoindre entre deux mondes, dans un endroit dont personne ne sait rien. Et c'est donc une fin qui est à la fois triste, et on peut pas dire joyeuse, mais triste et relativement positive, puisque les deux jeunes gens vont se retrouver quand même quelque part. Après, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça, personne ne le sait. Hein. C'est au moment de ces noces impossibles que la promesse qui n'avait pas été tenue sur Terre
va se réaliser, on va dire, dans les limbes, hein, dans l'au-delà. Donc c'est pour ça que je disais que c'était aussi émouvant que Roméo et Juliette et Tristan et Isolde, parce que c'est fascinant, c'est émouvant. Donc, et la pièce va obtenir un succès absolument phénoménal partout où elle aura été jouée, en Europe, aux États-Unis, donc c'est important. Alors, il faut savoir que la pièce avait été écrite d'abord en yiddish, et sur les conseils de Constantin Stanislavski, qui lui a conseillé de le faire, il l'a réécrite en hébreu. Et c'est dans la traduction de Chaim Bialik, Nachman Bialik, que la pièce a été connue à peu près partout dans le monde. En 1928, elle vient, le théâtre Abima, Abima ça veut dire la scène, hein, le théâtre Abima qui a pris en charge le fait de jouer, de faire des représentations du Dibouk et d'autres pièces juives, mais du Dibouk en particulier. Alors, ils étaient logés non pas dans un théâtre royal, hein, c'était dans une petite impasse du quartier juif, une maison qui a été aménagée, on a détruit l'étage, etc. Et on a fait une salle qui contenait 160 spectateurs. Et pendant des années, tous les soirs, le théâtre était plein, plein. Et donc, ils sont venus, donc, à cause de la politique soviétique qui était loin d'être favorable, ils ont été amenés à partir un petit peu partout en Europe. Ils sont venus en France, à Paris, et c'est Gaston Batty, qui est un grand metteur en scène de cette époque-là, qui va monter la pièce au studio des Champs-Élysées. Et donc, la pièce va devenir après un film. Alors, je pensais que ça pouvait être intéressant parce que c'est Jean-Luc, grâce à ses recherches, qui a retrouvé un extrait du film qui a été tourné par Michal Wachansky, tiré donc de la pièce de Shalom Ansky, et qui est absolument stupéfiant. C'est Léa qui, avant la cérémonie officielle et le serment solennel du mariage, va danser avec la mort. Ça fait partie de la tradition mystique juive qu'une fiancée peut danser avec la mort ou avec le mort, en fait, puisque vous allez voir que dans les images du film, le visage de la mort va soudain devenir le visage de Hanan. Voilà, si tu veux bien. On voit ça, donc une scène d'anthologie pour un chef-d'œuvre. Es wird nicht helfen, kein Philistisch, kein Geweih, auf uns lebt, mir soll immer vergehen. In hast die dein Freit, wirst die euch weinen in Gichen, du soll leben für der Mensch, ist ja Teuten Tanz geglichen. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis scotché
par ce film. La jeune actrice qui s'appelle Lily Liana, qui joue le rôle de Léa, est absolument sublime, de beauté rayonnante, de beauté triste. Enfin, c'est mon avis. Hein. Bon, je dois avoir un petit côté romantique là qui doit ressortir, mais je pense que quelque part, c'est assez vrai. C'est un personnage qui est tellement émouvant que les bonnes actrices peuvent en faire un chef-d'œuvre. Alors, en l'occurrence, d'ailleurs, lorsque Gaston Batti, dont je vous parlais tout à l'heure, l'a monté au Théâtre des Champs-Élysées, c'est la grande actrice française qui s'appelle Marguerite Jamois, qui a joué le rôle de Léa, et tout le monde était stupéfait devant tant de talent. Donc, alors il faut savoir que le mot dibouk, c'est un terme qui a été forgé par les kabbalistes à partir de l'expression dibouk merloah ra, c'est-à-dire la possession par un esprit malin de l'âme d'un être humain. Selon les croyances, il s'agit soit d'une âme damnée qui s'insinue dans le corps d'un vivant pour expier ses péchés, soit de l'âme d'une victime de l'injustice qui entre dans le corps d'un proche pour réclamer la réparation de l'offense et de l'injustice. C'est ça que ça veut dire dibouk. Voilà, donc c'est Roméo et Juliette au pays des chassidim, quoi. Alors, l'action de cette légende dramatique se noue donc à la synagogue d'un bourg chassidique modeste. Donc, le nom grec de synagogue veut dire assemblée. Hein, c'est le lieu dans lequel, c'est le centre de la vie de la communauté, c'est le temple aux heures des offices, c'est le lieu où les fidèles se réunissent pour discuter des affaires, des affaires de la journée, pour méditer aussi, pour échanger des nouvelles, pour prendre parfois un petit repas très frugal lors d'une petite cérémonie. Voilà, donc les élèves de la yeshiva font leurs études. Les batlanim dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une espèce particulière de mendiants un petit peu dépenaillés, mais pieux, qui passent leur temps à lire les textes sacrés, discuter aussi en attendant l'occasion de gagner par des prières récitées sur demande leur maigre pitance. Voilà, c'est des personnages intéressants et parce que très pittoresques. Donc, le conflit qui a éclaté immédiatement et que l'on voit dans les paroles qui sont prononcées par Hanan à plusieurs reprises dans la pièce, c'est le Talmud qui s'oppose, qui est le code des volontés divines, mais qui s'adresse à la raison du fidèle, qui s'oppose à la Kabbale, qui en appelle, elle, aux profondeurs de l'âme et qui la précipite dans des délices interdits. Enfin, en tout cas, on le voit comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois dans la pièce, hein, bien sûr. Donc, l'âme de Hanan, qui est mort de ne pas avoir su maîtriser les forces mystiques, va s'emparer de l'âme pure de la jeune Léa. Alors, d'ailleurs, dans la cérémonie de l'exorcisme, le rabbin exorciste thaumaturge, on dit qu'il est le rabbin blanc, c'est-à-dire il va être habillé en blanc pour rappeler la pureté de Léa. Donc, tout a une signification symbolique, bien sûr. Hein. Et donc, ce tzaddik thaumaturge vêtu de blanc et porteur de pureté va tenter d'exorciser la jeune fille qui échappe aux lois divines et terrestres. Et elle va rejoindre donc son fiancé impossible dans des sphères inconnues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, celle qui a marqué le rôle au théâtre, hein, je ne parle pas de la petite jeune femme qu'on a vue tout à l'heure dans le film, Lily Liana, c'est une immense comédienne qui avait un talent fou dans le théâtre Abima, le théâtre de la scène. Elle s'appelait Anna Rovina. Et elle avait un talent fou et elle va devenir une des plus grandes tragédiennes de son temps. Le metteur en scène du théâtre Abima, c'est une personnalité, c'était l'un des meilleurs élèves de Stanislavski, il s'appelle Eugène Vakhtangov.
c'est quelqu'un qui est mort très jeune, il est mort à l'âge de 29 ans, hein, donc pas très vieux. Et il devait, en fait, son rôle, ça a été de demander à ses acteurs d'abandonner une forme de réalisme psychologique au profit d'un réalisme scénique plus pur. Donc c'est pour cette raison que, après, aux États-Unis, lorsque les comédiens comme Lee Strasberg, et il avait d'ailleurs une fille qui était une très belle et bonne comédienne qui s'appelait Suzanne Strasberg, qui a été donc à l'origine de l'Actors Studio, ont repris ce type de schéma théâtral. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Vakhtangov n'est pas juif, et il va travailler avec une grande ardeur pour mieux comprendre et pénétrer l'esprit de l'hébreu. Sa particularité, ses particularités mélodiques. Il disait, il faut s'élever au-dessus de la terre d'un demi-mètre au moins. C'est beau comme évaluation du travail du comédien. Alors, les comédiens, ils avaient hérité en fait de quelque chose de très classique et traditionnel dans l'histoire juive. C'est ce qu'on appelle le Purim-Spiel. Alors, c'est un terme allemand qui veut dire le jeu de Purim. Depuis des générations et des générations, depuis en particulier le XIIe siècle en Europe, on a assisté à l'éclosion on va dire, de troupes semi-théâtrales, parce que c'était un mélange. Hein. Il y avait du théâtre, il y avait de la comédie, de la danse, des chants, et beaucoup de masques et de déguisements, hein, qui ont été repris après par la culture, la société chrétienne, et qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines manifestations qui sont organisées par les institutions juives, mais qu'on retrouve dans l'esprit du carnaval chrétien. Hein. Donc, c'était le Purim-Spiel qui a été à l'origine du théâtre juif. Et ce qui est intéressant et amusant, c'est qu'il y avait non seulement, puisque c'était Purim-Spiel, donc c'était l'histoire de la reine Esther, bien sûr. Alors pourquoi on s'est attaché à la reine Esther et au texte de la reine Esther? Vous savez que le livre d'Esther, dans l'ensemble de la littérature juive de la Torah, et Dieu sait que c'est énorme, c'est le seul livre où il n'y a pas écrit le nom de Dieu. Donc c'était une façon pour la communauté juive qui procédait à ce jeu théâtral de se permettre certaines privautés, certaines exagérations. Donc, on critiquait les hommes politiques, on critiquait les rabbins, on se permettait, si vous voulez, certaines sorties un peu moqueuses, etc. Donc, c'était l'occasion de tenter une expérience culturelle tout à fait intéressante. Il y a eu également, au niveau théâtral comme musical, au XVIe siècle, en particulier en Italie, mais je vous ferai écouter des musiques que j'ai glanées parce que je les avais à la maison, parce que j'adore ça, et je sais que Claire en particulier les aime beaucoup. Lorsque la fois prochaine, je parlerai de le fabuleux destin de Donna Grazia Nassi, donc, qui est passé par Venise, etc. Et donc, il y a de la musique qui a été créée au XVIe et début du XVIIe siècle par des compositeurs juifs, un compositeur en particulier qui ressemble beaucoup dans la musicalité, dans les lignes mélodiques et les rythmes musicaux ressemblent beaucoup à ceux de Monteverdi. C'est un compositeur qui s'appelle Salomone Rossi, R-O-2-S-I. Et je vous ferai écouter donc des musiques qu'il a écrites, puisqu'elles ont été sorties en CD, donc c'est très intéressant à écouter. Donc, on a demandé aux acteurs, Vakhtangov a demandé aux acteurs de procéder pratiquement à un mimodrame. Et on voit bien dans l'interprétation qu'on a vue tout à l'heure pour le cinéma, tous les personnages que je vous ai cités tout à l'heure, la femme borgne, la boiteuse, etc., on l'a vu là dans le film, vous les avez vus, ces personnages qui essayaient de participer
à la danse nuptiale de Léa. On l'a vu. Donc c'était une façon, là encore, de procéder à une forme de mimeaudrame. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ma petite attitude bien modeste de lever les mains, mais Léa aussi a levé ses mains, etc. C'était pour le Vakhtangov, c'était une façon de dire les mains étaient éloquentes, les paumes tournées au dehors ou projetées en avant pour implorer, ce sont les termes de Vakhtangov, hein, pour implorer, maudire ou se défendre. Main étonnée ou menaçante, chargée de destin ou méditative, accablée ou impérieuse. Je trouve que c'est particulièrement vrai, en tout cas dans le film dont nous avons vu un petit extrait. Alors, c'est vrai que c'est un film ancien, il date de 1937, hein, donc c'est relativement vieux. Mais je trouve qu'il a bien vieilli et l'intérêt que nous pouvons y voir, c'est d'avoir un exemple frappant de la richesse et de la diversité de la culture yiddish. Le Yiddishland, c'est un véritable trésor sur le plan culturel parce que c'est aussi bien la musique, le théâtre, la littérature. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il y a tout un tas de livres qui ont été écrits à la même époque par un certain nombre de gens remarquables et qui font que la culture yiddish, c'est une des cultures les plus étonnantes, les plus riches du monde. Il s'agit donc d'un extrait d'une très belle pièce musicale. Je vous ai déjà parlé l'autre fois de ce compositeur suisse juif qui s'appelle Ernest Bloch. Et c'est une mélodie qui s'appelle le Kol Nidre. Donc, vous savez, c'est la cérémonie particulière qui a lieu la veille du Yom Kippour. Hein. Et donc, ce Kol Nidre est interprété, excusez du peu, par Mstislav Rostropovitch. C'est assez magnifique comme interprétation. Alors, ce que je voulais juste rapidement vous lire, c'est juste quelques réactions des journaux français ou des écrivains importants comme Maxime Gorky ou Thomas Mann par rapport au D-Book. Vous avez le Figaro du 19 décembre 1930 qui dit « Le D-Book est une des œuvres étrangères les plus intéressantes, les plus étranges, les plus révélatrices de l'âme secrète d'une autre race qui ait été offerte à notre curiosité attentive au cours de ces dernières années théâtrales. Sombre et oriental sortilège auquel le spectateur le plus endurci ne peut se sentir insensible. » Je suis assez d'accord avec cette idée. Je crois qu'on peut sans aucun problème et sans se vexer soi-même, on peut pleurer hein, quand on lit ou quand on voit cette pièce. C'est admirable quoi, hein, de ce point de vue. Vous avez aussi le journal, c'est un journal qui s'appelle Le Journal, du 10 décembre 1930, qui dit « On ne saurait interpréter le rôle de Léa d'une manière plus saisissante que ne l'a fait Marguerite Jamois, la suavité, la pudeur du début, une sorte de poésie réservée de Juliette juive, tout cela est exprimé avec un art considérable, puis à partir du second acte, elle montre une puissance dramatique écorchée qu'elle est une des seules à posséder aujourd'hui. » On ne peut pas être plus élogieux. Alors, il y en a plein d'autres, hein, j'en ai pris plusieurs, mais je voulais au moins vous en lire deux. Et puis ensuite, des jugements d'immenses écrivains. Maxime Gorky, hein, celui qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle La Mère, ou Les Petits Bourgeois, ou Ma vie d'enfant, etc. Alors lui, il dit « Le théâtre Abima prouve une fois de plus le triomphe du génie. Malgré la misère et la famine, le miracle s'est accompli grâce à une lutte acharnée pour affirmer les droits du langage de la Bible et de l'illustre poète Bialik. » Donc c'est plutôt là encore très élogieux. Ensuite, Thomas Mann. Vous savez, Thomas Mann, c'est un immense auteur allemand qui a écrit La Montagne magique, Les Buddenbrook. C'est lui qui a écrit Mort à Venise, dont Luchino Visconti a fait un film merveilleux avec Dirk Bogarde.
qui a créé aussi un livre très passionnant et très intéressant, précisément, qui intéresse la communauté juive, un livre qui s'appelle Joseph et ses frères. Vous savez que dans l'histoire de la Bible, il y a eu un épisode particulièrement horrible qui a été que les frères de Joseph, parce que Joseph était le fils préféré de Jacob, Joseph a été vendu en Égypte. Et c'est comme ça qu'on est redescendu en Égypte, après qu'il y a eu l'histoire de Moïse, le Pessah et compagnie. Bon. Et donc, un des livres importants de Thomas Mann, c'est Joseph et ses frères. Alors lui, il dit « Je n'ai vu le théâtre Abima qu'une seule fois, à l'occasion de sa tournée à Munich, mais il m'a laissé une impression indélébile. Comme tout l'auditoire, j'ai été envoûté par le dibouk, je crois que c'est vraiment le terme qui convient, drame populaire de l'obsession amoureuse, par l'atmosphère de foi naïve, le contact intime avec un monde irréel, l'ensemble pittoresque et inspiré du spectacle, où la haute qualité dramatique s'unit à un jeu humain affiné et passionné. » On ne peut mieux décrire, je crois, le résultat théâtral dont Thomas Mann a parlé, moi, il me semble. Alors, ce que l'on peut voir maintenant, alors parce que la culture yiddish n'est pas seulement de la tristesse, je vous le disais. Peut-être que j'ai tendance à, étant donné qu'on travaille en particulier ce soir sur le dibouk, c'est effectivement pas particulièrement gai, gai GAI, mais en l'occurrence, il y avait aussi, et c'était aussi le but de ma petite explication sur le Purim Spiel, il y avait aussi beaucoup de joie, de bonne humeur, de danse, de chant, et je trouve que parmi les grands compositeurs français qui a finalement vécu une forme de judaïsme particulier, c'était quelqu'un qui était le fils d'un chazan de la synagogue de Cologne et qui s'appelait Jacques Offenbach. Et j'ai choisi, alors il y avait tellement de choses à choisir, bon, c'était impossible, mais j'adore, il se trouve que c'était Jessie Norman qui jouait le rôle de Hélène, la fameuse Belle Hélène, dans laquelle, dans cette opérette, il y a une approche de la mythologie grecque de la guerre de Troie qui est tout à fait particulière, et en particulier, vous allez entendre la façon dont les rois grecs vont se présenter sur le champ de bataille. Vous allez voir par exemple Ménélas, le mari de la belle Hélène, il va se présenter comme, au lieu de dire l'époux de la reine, puisque c'est l'époux, c'est le mari d'Hélène, il dit « je suis le pou de la reine ». Alors je vous ferai pas l'offense de danser, mais ça donne envie de danser, franchement, c'est de la musique très gaie, très amusante, et je pense qu'elle est, d'une certaine façon, l'expression réussie d'un Purim Spiel, mais à la française. Donc, vous savez que c'était la façon dont, en particulier, Offenbach a été le compositeur du Second Empire et c'était le compositeur préféré de l'impératrice Eugénie. Donc, on a eu droit à pas mal de priorités lorsque Offenbach s'est mêlé de... Alors, il a fait de tout, Offenbach, en particulier, bon, il y avait d'autres extraits, La vie parisienne, Orphée aux enfers, enfin bon, il y a des merveilles, La Péricole. C'est une œuvre richissime, celle d'Offenbach, mais dont je trouve qu'elle traduit assez bien l'état d'esprit de ce qu'on trouve dans la joie et la bonne humeur d'une certaine façon du monde chassidique et d'une certaine façon de tout ce qui a trait au Purim Spiel. Voilà. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, c'est dommage, j'aurais bien voulu parler de certains auteurs, parce qu'il y en a. Il y a par exemple Peretz, dont vous voyez la couverture d'un de ses principaux livres qui s'appelle Les Contes chassidiques. Il y a celui qu'on appelle le grand-père de la littérature chassidique, c'est Mendele Moïse Sforim. Il y a, alors c'est assez amusant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça dont on connaît les ouvrages. Ils se sont tous appelés, ou ils ont voulu s'appeler Shalom. C'est assez amusant parce que vous avez Shalom Aleichem, par exemple. Je crois que c'est le prochain, non, il me semble, Jean-Luc?
Non, ça, oui, ça c'est, voilà, Shalom Aleichem, c'est le violon sur le toit, hein, Tévier le laitier. Vous vous souvenez tous du succès qu'avait eu le chanteur Ivan Rebroff quand il chantait Ah, si j'étais riche. Voilà, c'était ça, c'était Tévier le laitier, le violon sur le toit. Ensuite, vous avez ceci qui est magnifique. Alors, c'est pas véritablement un écrivain, c'est plutôt un dessinateur ou oui, un dessinateur. Il s'appelle David Tuschinski. Et ce livre-là, moi que j'ai depuis de nombreuses années, s'appelle Feuille de limba. C'est une plante que l'on trouve native des Carpates. Et chaque épisode, c'est un peu une autobiographie très belle, dans laquelle il effectue des dessins sur un certain nombre de parties de sa vie. Il y a aussi alors un autre livre qui est très intéressant parce que tout à fait différent de Tévier le laitier, de Joseph Opatochuk, qui s'appelle Dans les forêts de Pologne, et qui met en scène un personnage tout à fait intéressant et étrange, qui est un rabbin thaumaturge, là encore, mais un rabbin thaumaturge qui doute, qui a des doutes sur ses capacités, qui ne veut plus effectuer de miracles. Je me suis posé la question, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais il m'a semblé retrouver un peu la problématique qui se pose dans le livre de Georges Bernanos qui s'appelle Sous le soleil de Satan, où on trouve le même type de préoccupation pour des chrétiens qui doutent de leur capacité à effectuer des miracles. Eh bien, c'est un peu ça ce qui se passe dans les forêts de Pologne. Et puis donc, alors là, c'est extrêmement magnifique, étrange. Alors ça, il a une vie absolument invraisemblable, ce Gustav Meyrink. C'est lui qui a écrit, alors il s'appelait Meyer hein, en fait, et c'est lui qui a écrit Le Golem, et il a écrit ce livre qui s'appelle Histoire fantastique pragoise, puisque tout se passe à Prague. C'est la ville dont il est tombé amoureux. Il dit que c'est un véritable poison vénéneux. Alors, il a une vie très particulière parce que il a été taxé il a fait quelques jours de prison parce qu'il avait mené une campagne de promotion d'une usine. Bon, finalement, il a abandonné ça et il s'est lancé dans la littérature. Alors, c'est très, très étrange parce que ce sont des histoires qui sont assez courtes par rapport au Golem, hein, je parle. Elles sont longues de 6, 7 pages, 3 pages parfois, et elles sont vraiment très intéressantes parce que toutes sont axées sur la monstruosité, l'étrangeté, et donc ça pose vraiment des questions de fond sur ce qui peut parfois pénétrer la mystique juive. Alors lui, Gustav Meyrink, c'est un type un peu particulier parce que son père était un noble qui n'était pas juif, qui a fait un enfant à une actrice juive. Alors, Meyrink avait toujours une attitude un peu étrange vis-à-vis de sa mère, d'ailleurs. Les relations n'étaient pas particulièrement bonnes. Et il s'est lui-même converti au judaïsme. C'est assez étrange. Et donc, il y a le fameux golem. Vous savez que certains créateurs de Superman aux États-Unis ont dit que c'était le golem juif, Superman. On le sait, hein, que dans le pittoresque d'un certain nombre de dessins animés ou de films fantastiques américains, il y a la présence du golem. Alors là, l'avant-dernier ouvrage dont je voulais vous parler, c'est plutôt pour des enfants. C'est très, très, très bien écrit. C'est Singer, donc le prix Nobel de littérature, qui a écrit l'histoire du golem, avec des illustrations. Donc, je trouve très beau, y compris dans la couverture. Hein, c'est très particulier, c'est surréaliste. Il y a une forme de surréalisme et de surréalisme intelligent.
Voilà. Et puis, il y a le dernier ouvrage dont on voulait vous montrer la couverture qui s'appelle Art et judaïsme, où on voit un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas, je peux juste vous les citer comme ça rapidement, mais vous avez par exemple des tableaux de Chagall qui représentent des rabbins ou des hommes religieux. Hein, on n'est pas sûr de la. Vous avez par exemple, une peinture de Isidore Kaufmann qui s'appelle Le Shabbat. Et ça date de 1920. Et il est au Jewish Museum de New York. Et on voit donc une femme, une maman certainement, assise à côté de la table où il y a il y a deux bougies qui sont allumées et il y a le pain qui est recouvert du petit tapis brodé. Vous avez le calendrier de l'Homère, mais un calendrier de l'Homère un peu particulier parce qu'il est hérité d'un des personnages importants de la Haskalah qui s'appelle Moïse Mendelssohn, qui est donc le grand-père du compositeur Félix Mendelssohn. Je voulais, par rapport à Prague, peut-être qu'on peut, Jean-Luc, faire écouter la Moldau de Smetana. Voilà, je voulais vous le faire écouter parce que je suis frappé par la ressemblance musicale entre la Moldau. La Moldau, c'est le fleuve qui coule à Prague. C'est vrai que c'est une ville magnifique. Hein, et c'est un des morceaux d'un ensemble qui s'appelle Ma Patrie, de Bedřich Smetana. Et je trouve une ressemblance étonnante avec la Hatikva. C'est assez particulier. Oui, alors bon, il y a beaucoup de choses que j'aurais bien aimé vous lire, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre rencontre. Il y avait, malheureusement on n'a pas eu le temps, mais j'aurais voulu vous faire écouter, on avait préparé avec Jean-Luc un certain nombre de plages musicales, comme par exemple, tout le monde connaît Georges Gershwin, qui a écrit un opéra d'ailleurs dont l'histoire est assez glauque et sordide, qui s'appelle Porgy and Bess. Alors il s'appelait Rabinovitch et non pas Gershwin, bien sûr, et c'est surtout le fait qu'il a écrit dans cet opéra une mélodie magnifique qui s'appelle Summertime et dont j'ai trouvé une interprétation absolument magnifique par Ella Fitzgerald. Terminer avec autre chose qui est une immense chanteuse comédienne juive qui s'appelle Barbra Streisand, qui a fait un film sur précisément un sujet juif qui s'appelle Yentl, dans lequel on voit l'importance qui peut être donnée aux femmes dans le judaïsme. Alors, je rassure nos amis du groupe d'Hébraïka, toutes nos jeunes femmes du groupe sont au moins aussi belles que Barbra Streisand. Hein. Voilà, ça, c'est du Roger. Voilà, malheureusement, vraiment, j'aurais voulu traiter d'autres trucs parce que j'ai préparé ça depuis déjà un petit moment. Mais bon, on n'avait pas le temps, c'est pas grave, on le fera pour une autre fois. Pour la prochaine intervention des Jeudis d'Hébraïka, pour ce qui me concerne, on va essayer de traiter donc du destin exceptionnel de Gracia Nassi. Merci beaucoup, Roger. C'était magnifique. On va passer aux questions. Je crois oui, Anne vous applaudit, mais on l'applaudira tout à l'heure. Et donc, voilà, on va passer aux questions. Et donc là, je vous regarde. Alors, n'hésitez pas pour tous ceux qui sont connectés, mais qui n'ont pas activé leur caméra. Activez votre caméra, qu'on se voit. Ça sera encore plus sympa, encore plus convivial. Et pour ceux qui ont des questions, évidemment, donc je vais réactiver le micro pour ceux qui souhaitent poser une question. Alors, je vais peut-être démarrer la première, Roger, d'après ce que j'ai compris. Donc, la pièce, le D-Book, vous avez parlé des réactions, mais il n'a pas assisté à la projection. Il est mort peu de temps après. Oui. Shalom Ansky est mort effectivement avant la projection du film. Hein. Il est mort en 1929 alors que le film a été tourné en 1937. Et quels ont été
les réactions, sinon au niveau de la communauté juive à ce e-book? Est-ce que ça n'a quand même pas percuté ou rendu perplexe par rapport au sujet qui est quand même très difficile? Alors non, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ce que l'on peut considérer comme un sujet un peu tabou, un peu difficile, il existe bien. Alors, il y a quand même un élément important qu'il faut savoir, enfin, qu'il faut savoir, que beaucoup de, comment dirais-je, les gens qui sont un peu religieux disent il n'existe pas, contrairement à la culture chrétienne, il n'existe pas de démon dans la mythologie, si je peux dire, juive. Les démons n'existent pas. Donc en fait, c'est simplement l'histoire du Dibouk, c'est une injustice plus qu'un démon. Vous savez que par exemple, le personnage, le nom de Satan, que l'on voit apparaître dans le livre de Job, par exemple, c'est simplement pour dire c'est l'occasion pour Dieu de mettre à l'épreuve, mais ce n'est pas un démon, Satan. Contrairement à ce que l'on a l'habitude de percevoir dans la philosophie ou dans la religion chrétienne. En même temps, il ne donnait pas. Alors, n'hésitez pas pour ceux, manifestez-vous pour ceux qui peut. Oui, alors, donc, il y a une question de Janine. Y Oui, a-t-il possibilité de visionner le film? Le film est disponible, Roger, vous confirmerez, sur YouTube. Hein, il suffit de oui, taper oui, oui, le oui, oui, D-Book. tout à fait. Et Ouais, il dure 2 heures, un peu plus de 2 heures, 2 heures 2, je ouais. crois. Et il est disponible Et il en, vaut oui, la en peine, hein, il vaut la peine, intégralité. honnêtement. Alors, Roger, dans ce film, d'ailleurs, oui, il est quand même, il ne donne pas une image d'Épinal, quand même, du shtetl et des mœurs avec le Oui, père qui est quand même, bon, tracé de manière donc peu valorisante. oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il reprend des éléments de la pièce, effectivement. Il insiste beaucoup sur le côté intéressé du père de Léa, qui voudrait faire, j'allais dire, entre guillemets, hein, j'emploie un mot un peu dur, mais il veut faire une bonne affaire, hein, pour sa fille. Et donc, Ouais. il veut choisir en fait un mari qui a les moyens de subvenir aux besoins de sa fille d'une autre façon. Et donc, pourquoi il rejette? Alors, il a été quand même, ça l'a ébranlé quand il a trouvé quelques éléments de son ancien serment avec son ami. Mais pour lui, c'est un indigent, Hanan. C'est pas quelqu'un qui est digne de sa fille, quoi. Hein. Bon, donc c'est une. Alors c'est pas juif. Hein. C'est peut-être certains pères qui ont ce genre de réaction par rapport à leurs enfants. Je dirais, c'est à la fois humain et un peu stupide, mais c'est comme ça. Ça existe dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Par contre, je trouve que le réalisateur de cinéma, qui n'avait pas, il a fait, c'est un type là aussi très, très particulier, hein, son histoire personnelle est très particulière. Il a fait au moins une cinquantaine de films et les critiques de films avaient des jugements assez durs vis-à-vis de lui, hein, parce qu'ils considéraient que c'était un réalisateur un peu, on va dire, un peu comme la Septième Compagnie en France, vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un d'un petit peu grivois, pas toujours très intelligent, pas toujours très fin, etc. Mais avec le D-Book, il a réalisé son chef-d'œuvre, le seul chef-d'œuvre peut-être auquel il a eu droit, mais c'est quand même un chef-d'œuvre. Alors, pour répondre aux questions de Janine, la musique entendue lors de l'extrait de tout à l'heure est-elle l'original? Oui, c'est un extrait absolument du film Ah oui, original. Hein, oui, tout à fait. oui, oui, Vous absolument, oui. confirmez, Roger? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, par ailleurs, quand le Théâtre Abima est venu présenter le spectacle en France et que Gaston Batti a traité la pièce, il a fait appel à un compositeur juif français qui s'appelle Léon Algazi. Vous en avez peut-être entendu parler. Léon Algazi, c'est lui qui a fait la musique du spectacle monté par Gaston Batti au Théâtre des Champs-Élysées et après au Théâtre Montparnasse, avec Marguerite Jamois. Et notre ami Maurice précise d'ailleurs que, bon, j'ai dit, on pouvait le voir sur YouTube en intégralité, mais il a également été édité en DVD, Oui, le coffret qui s'appelle Les Trésors du cinéma yiddish. oui, Et tout à ce fait. coffret sera bientôt disponible à la bibliothèque hébraïca. Donc, hébraïca. Voilà. Donc, vous pourrez voir la bibliothèque, le prendre, le louer, et sinon, il est disponible Absolument. sur Et YouTube, bien sûr. ça vaudrait la peine parce que c'est un secteur qui est relativement peu
peu fréquenté, si je peux dire. C'est dommage. Alors aujourd'hui, Roger, donc enfin, vous posiez la question, on verra les gens, nos participants, nos amis répondent tout à l'heure, mais c'est bon, il a une force cet extrait qui laisse absolument pour toi. On ne peut pas rester insensible Ah non, à la force de cet extrait, la musique, l'atmosphère, non. l'histoire derrière, c'est Et extraordinaire. Plus de 80 ans après, qui ah garde oui, une force. On peut dire, enfin, il reste aujourd'hui comme une œuvre majeure du cinéma yiddish. C'est tout à fait. Tout à fait. Et du théâtre yiddish aussi. Ça a été bien sûr. considéré comme le chef-d'œuvre du théâtre yiddish, hein, cette pièce. Et curieusement d'ailleurs, parce que le Shalom Ansky, en fait, n'était pas au départ un écrivain ou un dramaturge. C'était un ethnographe. C'est-à-dire, il a fait le tour de l'Europe en particulier, pour récupérer des témoignages. Et il y a eu même, d'ailleurs, de tout ce qu'il avait récupéré, ils ont été exposés à Kiev. Il y avait des tas d'objets qu'il a récupérés dans ses voyages dans les différents villages, villes, bourgs et shtetl de la Pologne. Et c'est pour ça, c'est un travail pratiquement scientifique qu'il a fait. Il se trouve qu'évidemment, comment dirais-je, tout ce qu'il a eu à traiter, il l'a après aménagé en pièces de théâtre. Mais si tu veux, la volonté de Chalomansky, c'était vraiment de faire un travail scientifique. Alors, Patricia nous pose la question, et pourquoi pas, parce qu'avec vos photos, notre mise en scène des années 70 donne des idées, pourquoi pas le projeter de le jouer à nouveau à Toulouse avec les bons conseils et directives de Maître Roger. Là, il faudra trouver quand même des acteurs très très motivés, car on imagine que c'était un sacré travail. Ah oui, c'était un sacré boulot, c'est vrai que c'est. Enfin, disons que c'est Est-ce comme qu'on en c'est. sort indemne d'ailleurs? Je crois qu'on en sort pas, mais tu as raison, Jean-Luc, on n'en sort pas totalement indemne parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant comme histoire. On se sent atteint dans ses limbes intimes, en quelque sorte, je trouve, hein, il me semble. Et donc, c'est tellement bien. En plus, le texte est magnifique. Vous savez, je vous l'ai déjà cité à plusieurs reprises, la pièce commence et se termine avec une mélopée mystique qui dit ceci. Pourquoi, du haut des sommets, l'âme se précipite-t-elle vers les gouffres, mais la chute porte en elle l'élan de la remontée. C'est très beau, parce que ça veut dire que toute chute dans une histoire humaine, elle peut s'accompagner d'une forme de résilience, en quelque sorte. Et c'est réconfortant, quoi. Je veux dire, les choses ne sont pas si nulles ni si Absolument. difficiles. Voilà. On a une question de Jeanne. Jeanne. Oui, bonsoir. Bonsoir, Roger. Je voulais juste, c'est pas une question, c'est une précision parce que quand, ça m'a fait tilt quand tout à l'heure tu as nommé Salomone Rossi. Oui. J'ai lu un livre qui raconte toute son histoire, un livre magnifique, ça s'appelle Le violon d'Abraham et c'est Laurence Benveniste qui a écrit ça et c'est Voilà. un livre fabuleux. Tout Alors à si fait. quelqu'un veut connaître l'histoire de Salomone Rossi, il faut lire ce livre, il est extraordinaire. Voilà. Alors, ce qui serait très bien, c'est à la fois de lire et de s'intéresser, de mieux comprendre le parcours de ce bonhomme, mais en même temps d'écouter sa musique qui est magnifique. Oui, oui, la musique, justement, il y a des extraits qu'on peut retrouver sur YouTube et c'est ce que j'avais fait. Et j'ai écouté des morceaux de musique de lui. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Absolument, absolument. Merci, merci Janie. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois Diane qui a scotché sur son fauteuil après avoir vu l'extrait. Diane, n'hésitez pas donc à réagir. Hein, J'espère, Diane, que je ne t'ai pas fait peur. Diane. Non, le film Le Deep Book, on l'a vu. Enfin, bien sûr, bien sûr. Surtout, je ne peux pas dire surtout les Ashkénazes, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'était un film quand même, c'est assez impressionnant. L'histoire, elle est incroyable. Ce qui s'est passé dans le temps.
ouais. Non, Oh, c'était mais je crois que très belle, l'histoire, très belle. aussi, elle est aussi d'actualité parce que malheureusement, on trouve encore aujourd'hui dans un certain nombre de familles des idées reçues sur pourquoi celui-là et pas celui-là, ou pourquoi celle-là et pas celle-là, etc. Donc, malheureusement, l'être humain, il est ainsi fait. Il continue toujours à égrener ses bêtises. Malheureusement, on sait que la bêtise a un côté universel. Et Qui oui, n'a ni, malheureusement. ni de juifs ni de non-juifs, c'est de tous les temps et de toutes les époques et de tous les pays. D'ailleurs, on va demander sa réaction, première réaction à Henri Plenet. Franchement, c'est une drôle d'histoire. Il faut être un peu space, hein, comme on dit aujourd'hui, pour avoir sorti une histoire pareille. Comment vous réagissez donc à ce thème un petit peu du e-book? Ah bah, je ne connaissais pas, enfin j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais que très mal l'histoire. Et j'avoue que l'extrait qui a été donné et les explications de Roger m'ont beaucoup intéressé et j'aimerais bien voir le film, oui, c'est vrai. Parce que c'est sur les sentiments humains, c'est riche. Roger a raison, qu'un père veuille pour sa fille le meilleur parti, bon, c'est humain. Là où j'apporterai une nuance à ce qu'a dit Roger, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit uniquement pour le bonheur de sa fille qu'il espère un gendre un peu aisé, mais ça pourrait aussi aider la belle famille. Je suis d'accord avec toi, Henri. Y a-t-il d'autres réactions sur ce film-là? Alors Roger, comme vous aviez choisi beaucoup d'extraits musicaux, je vais quand même Oui. en passer un. Donc on l'écoute et vous le commenterez. Alors, c'est un extrait, c'est le dernier mouvement de la première symphonie de Gustav Mahler, qui est un compositeur juif autrichien, qui est absolument sublime. Enfin, moi personnellement, je suis un amateur de Mahler, quel que soit l'endroit et le moment. Et c'est un mouvement extrêmement puissant parce que il représente en fait ce qu'éprouvait le jeune Gustav Mahler dans sa jeunesse, parce que ses parents s'entendaient difficilement, et il a raconté que il lui arrivait à la fois d'être triste parce que ses parents se disputaient, et quand il sortait dans la rue, il entendait en particulier, parce que ça fait partie là aussi d'une certaine réalité culturelle yiddish, c'était des extraits musicaux des marches militaires. Et on voit souvent dans l'œuvre de Mahler, on voit à la fois alterner quelque chose de très triste, de très douloureux, très intime, très intérieur, et puis quelque chose qui est de l'ordre de la marche militaire. C'est très curieux comme style musical. Et la symphonie dont je parle, donc c'est la première symphonie de Mahler, c'est la symphonie qui s'appelle Titan. Donc Titan, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le personnage mythique dans la mythologie grecque qui a soutenu le globe terrestre. Donc c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et on va prendre un tout dernier extrait que je vous laisserai commenter, que vous avez choisi, pour terminer avec une femme. Oui, donc c'est une chanson yiddish traditionnelle qui est chantée par la très belle, très douce, très magnifique Talila. Et vous savez que nous avions fait venir au centre communautaire il y a quelques années un personnage qui était amateur à la fois de blagues, d'histoires juives et de musique klezmer qui s'appelle Ben Zimet. Oui. Ah oui. Voilà. Et donc, ça fait partie, je crois on est un petit peu parfois un peu pauvre dans notre façon de concevoir nos programmes et alors je ne dis pas cette année parce que c'est particulier, mais de façon générale, on oublie qu'il y a une richesse étonnante dans nos possibilités dramatiques, littéraires, musicales, etc. C'est vraiment dommage. Et je pense que quelqu'un comme Ben Zimet, c'était quelqu'un de très intéressant. Talila, maintenant, doit plus être toute jeune. C'est la femme de... Ah, comment s'appelle-t-il? C'est un journaliste politique juif, non juif d'ailleurs.
qui s'appelle je ne sais plus comment, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qu'on avait, je me souviens l'avoir interviewé à la radio il y a 25 ans, je ne sais plus. Mais c'est quelqu'un de très bien. Non seulement elle chante divinement bien, mais elle est jolie, elle est très. Elle est décédée. Elle n'est pas décédée, non? Non, j'ai des CD, Ah, pardon. des D'accord, cassettes, les cassettes. Ah, Pas les d'accord. cassettes. Très bien, ça vient allonger la vie. Alors. Tu nous as fait peur. Non, cassette. Non, on l'a vue l'autre jour, elle est passée à la, je sais pas, je l'ai vue chanter quelque part. Et Roger, on a parlé Oui. de Gershwin, donc difficile de terminer sans dire un mot quand même, si on parle de culture yiddish, de West Side Story. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que dans les films qui ont une dimension yiddishisante, je dirais, il y a celui qui a fait d'ailleurs la chorégraphie, il en a fait des milliers, la chorégraphie de West Side Story, c'est un juif qui s'appelle Jérôme Robbins. Et donc le thème lui-même, alors c'est un thème qui ressemble à Roméo et Juliette, bien sûr, hein, dans des quartiers différents avec des populations différentes, mais finalement c'est une forme de dibouk différent, mais avec la musique de Leonard Bernstein. Alors ce qui est très étonnant, c'est que Leonard Bernstein, oui, vas-y, mets l'extrait musical et je dirai quelques mots après. Et puis très sincèrement, celle qui a emporté les suffrages dans le film, c'est pas tellement le garçon, je ne sais même plus quel était son nom, qui jouait le rôle du. Ah non, il a totalement été C'est tout à fait essentiellement Nathalie Ah oui. Wood. Hein. Ah oui, absolument. Voilà. Merci, merci infiniment, Roger. Alors, c'était vraiment une conférence particulièrement riche. Allez, je vais réactiver, on va terminer ensemble. Je vais réactiver tous les micros et on va vraiment applaudir vraiment Roger qui Non, il n'y a pas a une conférence vraiment remarquable. Allez, bravo, Roger. Merci infiniment, Roger. Et merci à toi aussi, Jean-Luc. Hein, oui, parce que Merci et bravo. qu'on arrive à écouter de la musique et à voir des images. Hein. Ouais. C'était vraiment un travail d'équipe avec Roger. C'était un plaisir de le présenter ensemble. Merci infiniment, Roger, pour ce travail. C'était vraiment un tour d'horizon tout à fait remarquable. Voilà. Écoutez, on se retrouve. Alors, Roger, vous dit votre prochaine conférence, c'est quand? Et rappelez-nous le thème. Alors, je crois que c'est le 28 ou le 29 février, je crois. C'est sur donc, le destin exceptionnel de Donna Gracia Nassi, la personne qui a. Alors, elle aussi, alors je vais vous dire, hein, quand vous allez voir ce dont elle a été capable, ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Digne de tous les films qu'on puisse imaginer, vraiment. Donc, ce sera quand, Roger? Fin février, je crois. Peut-être. Le 25, c'est Purim. 11 mars. C'est 11 mars, Roger. C'est Voilà. 11 mars, pardon, oui. Voilà. Vous voyez, je croyais que c'était déjà fin février, donc c'est 11 mars. Oui. Alors, rappelez-nous, Anne, les prochains rendez-vous, 2-3 prochains rendez-vous de mémoire. Les prochaines dates, donc jeudi prochain, 18 février, Maurice nous parlera de Philip Roth, l'auteur américain. Le jeudi, donc ensuite, non, il y a le jeudi 4 mars. Ce sera ici. Oui, de toute façon, je vous le. On fera un rappel, oui. Bien sûr. Un rappel. La semaine prochaine, effectivement, on va rester dans le prolongement de Gershwin et de Leonard Bernstein, puisqu'il s'agira de Philip Roth et à travers lui des Juifs américains tels qu'ils sont dépeints dans son œuvre immense. Voilà, merci infiniment, merci Maurice, merci infiniment Roger. On se retrouve donc avec donc c'est Maurice donc la semaine prochaine, le 18. Ah, écoutez, bonne soirée à tous. Merci Bonne d'avoir soirée. été à ce moment. Oui. Faites attention à votre santé. Ah, mais Oui. Absolument. Portez-vous bien. Merci bien beaucoup. et qu'on se retrouve Merci, en pleine santé au prochain Merci, rendez-vous. On se bonsoir. retrouve le 18. Allez, bonsoir à tous et à très bientôt. On termine avec le générique.